Donc j'ouvre cette deuxième table ronde sur Gaza, intitulée Vivre à Gaza aujourd'hui, avec deux invités que je remercie beaucoup. Asma El-Roul, qui est journaliste et écrivaine, qui a écrit un livre traduit en français, L'insoumise de Gaza, aux éditions Kalman Levy, publié en 2017, et Marion Slitin, qui prépare une thèse en anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales sur l'évolution du nationalisme palestinien au travers de l'étude des créations artistiques notamment, mais pourra tous nous en dire. Et avant de leur donner la parole, je voudrais remercier donc les organisateurs de cet événement, donc Lima et l'IREMO, ainsi que leur partenaire donc, qui retransmet cette conférence, Radio Pastel, et vous rappeler que vous pouvez profiter du coup de votre présence ici pour aller voir l'exposition ici qui s'intitule Pour un musée en Palestine, qui d'ailleurs fera un peu écho à l'intervention de Marion, hein, puisque c'est des œuvres palestiniennes que Lima collecte de manière à créer un musée national palestinien dans l'attente que ces œuvres puissent un jour passer les frontières et arriver sur le territoire de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. Alors, Gaza, je ne vais pas être trop longue, aussi parce que je suis fatiguée et que je n'ai pas toute ma tête pour, voilà, de manière synthétique, faire un petit point d'introduction. Mais quand même, avant de donner la parole à Asma El-Roul, qui va vous parler de son Gaza au quotidien, rappeler que c'est une petite bande de terre de 45 km de long sur 8 km de large, extrêmement peuplée, très dense, beaucoup de camps de réfugiés, une majorité de population d'ailleurs d'origine réfugiée, qui vit depuis plus de 10 ans, 2007, une situation de blocus économique, politique important. Donc depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, alors même que ce parti politique avait remporté les élections législatives organisées en 2006. Donc une situation de blocus politique et économique sur laquelle se surajoute donc une situation économique difficile, à laquelle se surajoute une situation permanente finalement de menaces militaires sur ce morceau de territoire et de guerre. Donc 3 épisodes d'offensives militaires particulièrement violentes en 10 ans. La guerre de Gaza de 2009, la guerre de 2012, 2014, qui, du fait de la situation de blocus, empêche l'aide internationale humanitaire notamment d'arriver, de bien arriver et de répondre aux besoins nécessaires, qui cause et qui a causé un très très grand traumatisme psychologique sur la jeunesse, et ça pose aussi des questions pour le devenir de cette bande de Gaza, et qui crée une situation de pénurie multiple en électricité, en eau, en médicaments, des problèmes d'éducation des enfants du fait de la fermeture des écoles, etc. Voilà. Mais Asma El-Roul, donc, qui pendant ces épisodes de guerre répétés a fait des reportages en tant que journaliste et écrit aussi son quotidien, va vous en parler de manière plus vécue dans sa chair et humaine et avec des exemples plus précis. Voilà, donc je lui donne la parole dans un premier temps. Elle va parler en arabe et ce sera résumé. Merci beaucoup. مساء الخير. Bonsoir à toutes et tous. بتعلم فرنسي. أول ما أعرف فرنسي حبدأ أحكي في المؤتمرات بالفرنسي. J'essaie d'apprendre le français, c'est la première fois. Je vais essayer dans le futur. طلع أصعب من العربي. Apparemment, c'est plus compliqué que l'arabe.
كان مطلوب مني اليوم إني أحكي عن يوميات غزة. On m'a demandé aujourd'hui de parler de la vie quotidienne à Gaza. فأسهل إشي إنه إحنا نصف نحكي عن يوميات غزة. Pour faire simple, de décrire cette situation la plus simplement possible. الجمعة الناس بتطلع في مسيرات العودة. Le vendredi, les gens sortent dans des marches de retour. السبت الناس بتشيع الجنازات الشهداء. Le samedi, c'est les funérailles. الأحد بيصير تصعيد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. Le dimanche, c'est les représailles, c'est les confrontations entre les Palestiniens et l'occupation. كمان بيصير القصف الاثنين. Après, il y a des bombardements. بعد هيك بتبدأ الناس ترجع لحياتها الروتينية. إذا في روتين في غزة. Ensuite, les gens retournent à la vie, à leur routine, à la vie quotidienne, s'il y a une vie quotidienne à Gaza. بتبدأ الناس تنشغل بالأشياء اليومية، الكهرباء، العمل، الشغل، إنه يلاقوا شغل. Les gens ensuite essaient de se concentrer dans leur vie quotidienne. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes, notamment l'électricité, le travail, les soins médicaux, etc. بعدين برجع ليوم الجمعة مسيرات وجنازات. Ensuite, le vendredi, retour aux marches et manifestations. لغاية ما تصير حرب. Jusqu'à l'arrivée de la guerre. ساعتها بتصير اليوميات مختلفة تماما. Et ces journées en fait deviennent totalement différentes ensuite. وعلشان نحكي أكثر عن وضع غزة خليني أدخل على أول شيء نحكي بالجانب الاقتصادي. Pour parler plus concrètement sur la situation de Gaza, je vais commencer par aborder la situation économique. في سبتمبر الماضي أعلن البنك الدولي انهيار الاقتصاد في غزة. En septembre dernier, la Banque mondiale a déclaré l'effondrement de l'économie de Gaza. احنا بنحكي عن 53% نسبة الفقر في غزة. On parle de 53% de taux de pauvreté à Gaza. وبنحكي عن 49% بطالة. 49% de chômage. بنحكي عن 43,000 موظف لحماس. 43 000 chômeurs de Hamas, de fonctionnaires du Hamas. و62 لفتح في داخل غزة. Et 60 000 fonctionnaires, 62 000 fonctionnaires du Fatah. موظفين حماس بقدروا رواتبهم نصف. Les fonctionnaires de Hamas ont vu leur salaire réduit de moitié. وموظفين فتح بقدروا 40%. Et les fonctionnaires du Fatah, il est réduit de 40%. وكل هذا الوضع بسبب سببين. Et tout ça à cause de deux éléments, notamment deux éléments. الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس. La division palestinienne entre le Fatah et Hamas. وعقوبات العالم على غزة. Et les sanctions du monde sur Gaza. طبعا احنا عندنا رئيس الفلسطيني منتهي شرعيته زيه زي حماس وفتح والبرلمان. Nous avons le président palestinien qui ne devait plus être président d'ailleurs parce qu'il a fait son mandat d'ailleurs comme les autres organisations. لأنه كانت مفروض الانتخابات تصير في 2010. Normalement les élections devaient se tenir en 2010. 4 سنوات بعد 2006 لما فازت حماس. 4 ans après la victoire du Hamas en 2006. لكن احنا 2018 فيش انتخابات. Et nous sommes aujourd'hui en 2018, il n'y a toujours pas d'élection. فمحمود عباس الرئيس الفلسطيني بيعاقب في غزة. Et donc Mahmoud Abbas, le président palestinien, est en train de punir les Gazaouis. بنحكي عن خصم رواتب موظفين غزة اللي تابعين لفتح. On parle de réduction des salaires des fonctionnaires qui sont basés à Gaza. بنحكي عن منع التحويلات الطبية للضفة وإسرائيل. On parle de le blocage de transmettre les aides médicales à Gaza. وبنحكي عن تنافس على الوقود ومنع أو قطع الكهرباء. Une concurrence en fait en ce qui concerne le gasoil et la coupure d'électricité sur Gaza.
طبعا انا يعني بحب احكي كفلسطين عموما، بس انا من كتر ما وضع غزه صعب بضطر احكي دائما غزه غزه غزه. En fait, moi, je devais parler surtout en tant que palestinienne tout court, mais avec les conditions actuelles, je me sens obligé de parler beaucoup de Gaza. في شعور عارم كبير بالنبذ الداخلي. Il y a un sentiment en moi, en fait, de rejet et d'exclusion. بشعره مش بس بشعره من العالم، يعني انه ومن الضفه ومن مش انه انا يعني بحس بدي تعاطف، لا بس بحس انه لما تحكي غزه في شكل معين، فاهم كيف بترسم لإلك، يعني في اطار معين بحطوك فيه الناس لما تحكي انك من غزه. Oui, en fait, quand je parle de Gaza, j'ai l'impression qu'on vous case dans une case spéciale et qui est en fait une personne à part. وهذا ظالم بس حقيقي. Ça porte préjudice aux populations de Gaza, mais qui est en fin de compte une réalité. فأنا من مكان في 7 سنين صارت 3 حروب. J'appartiens à un endroit où il y a eu en 7 ans 3 guerres en 7 ans. 7000 بيت مش مبنيين. 7000 maisons détruites et n'ont pas été reconstruites. عندنا أكثر من كل 3 حروب مع مسيرات العودة عندنا 4000 شهيد. Et durant ces 3 guerres, on a 4000 martyrs à cause de ces guerres. ومع هيك رغم إنه كل هذا في غزة بسبب، وكمان عندنا الانقسام ما ننساش، خلينا عندنا الانقسام، نحكي عن الانقسام. Et bien sûr, cela se rajoute à la division palestinienne en fait qui règne aujourd'hui. ورغم كل هاي الأشياء، الانقسام والحرب والهدم وفيش مصالحة. Et malgré tout ça, ces destructions, ces divisions et l'absence d'une réconciliation, الناس بتكون معنوياتها أعلى في الحرب. Le moral des gens est élevé, paradoxalement. لأنه في الحرب بتحس كل الفصائل والانقسام صار واحد، صار في وحدة. Parce qu'en guerre, les gens se sentent plus proches l'un de l'autre et sont plus unis. أول ما تنتهي الحرب، dès que la guerre se termine, بصير خناقات على التعويضات، مشاكل على التعويضات. Il y a beaucoup de problèmes et d'affrontements par rapport à des conséquences. En fait, l'argent qu'on reçoit par rapport à ces destructions, aux dégâts en fait, qui ont été faits. Récompensation. Voilà, exactement ça. بصير عندنا اعتقال سياسي من الجهتين في الضفة. Il y a des tensions politiques en fait dans les deux côtés à Gaza et en Cisjordanie. الضفة بتعتقل اللي من حماس وفي غزة بيعتقلوا اللي من فتح. À Gaza, on emprisonne les gens du Fatah et en Cisjordanie, on emprisonne les gens de Hamas. كأنه في مراية في النص، كل واحد شايف العكس عليها، فاهم؟ C'est comme s'il y avait un miroir en fait où l'un regarde l'autre. عندنا متوسط 20 انتهاك لحرية الرأي والتعبير في غزة والضفة. On a une moyenne de 20 violations par mois en ce qui concerne la liberté d'opinion. وهذا الإحصائية حسب مؤسسة سمير قصير للحريات. Les statistiques selon l'Institut Samir Qasser للحريات الثقافية. pour les libertés culturelles. فإحنا عندنا حتى القيم الوطنية تشوهت بسبب الانقسام. Même ces valeurs nationales ont été détruites par ces divisions. يعني زمان لما كنت أسافر كانت الناس تحكي فلسطين، واو الحق الفلسطيني. Avant, les gens, quand je voyageais, les gens ils me demandaient beaucoup par rapport aux Palestiniens, aux droits des Palestiniens, leurs conditions. الحين لما أسافر الناس بتقول لي ليش حماس وفتح متخانقين؟ Maintenant, quand je voyage, ils me disent pourquoi le Hamas et Fatah se battent.
هذا الجزء الأول اللي كنت بدي أحكيه عن الوضع الاقتصادي. Ceci est la première partie de mon intervention qui concerne la situation économique actuelle à Gaza. الجزء الثاني بدي أحكيه عن مسيرات العودة. Maintenant, je vais parler des marches de retour. مش عارفة لما بتخيل لما تسجن فعلا هو سجن لأنه ما فيش معابر، ما فيش سفر، ما فيش مطار. يعني أنا كل ما أكون مكان أنت جيت من المطار في غزة، يعني ما فيش مطار في غزة. En fait, à chaque fois, en fait, j'imagine en fait qu'on est dans une prison à ciel ouvert. Et quand je parle de Gaza, ils me disent en fait, est-ce qu'il y a un aéroport à Gaza ou comment ça se fait en fait que vous avez pu voyager? كان في مطار زمان. Il y avait un aéroport avant à Gaza. بس إسرائيل طبعا قصفته قبل حوالي 10 سنين. Mais Israël l'a détruit il y a 10 ans. للأسف أنا ولا مرة طلعت بطيارة من مطار فلسطين. Malheureusement, j'ai jamais pu embarquer de Gaza. فإحنا فعليا في معبر بين غزة ومصر. Il y a un checkpoint en fait du Rafah entre Gaza et l'Égypte. مغلقة معظم السنة. Et qui est fermé toute l'année. يعني في عام 2015 فتحت 14 يوم. En 2015, il a été ouvert seulement 14 jours. طول العام. Toute l'année, pendant toute l'année, il a été ouvert seulement 15 jours. في 2016 فتحت 48 يوم طول العام. En 2016, seulement 48 jours sur toute l'année. احنا بنحكي عن 2 مليون بني آدم جوا غزة. On parle de 2 millions d'êtres humains à l'intérieur de Gaza. أنا عشان أجي فرنسا استنيت سنة ونص على لما وصل للدور في لائحة الأسماء المسافرين. Moi, pour arriver en France, j'ai attendu un an et demi dans une liste d'attente afin que mon tour, d'attendre mon tour pour que je puisse voyager. فلما أنت تحجز 2 مليون بني آدم. Quand vous emprisonnez 2 millions de personnes. على مساحة 365 كيلومتر مربع. Dans un espace de 365 kilomètres carrés. يعني تقريبا مساحة ميونخ. À peu près l'espace de Munich en fait. بس ميونخ فيها مليون ومفتحة على العالم. Mais Munich, il y a seulement 1 million de personnes, est ouvert au monde entier. أنت بتحكي عن 2 مليون في مكان مغلق هو فعلا صار سجن. En fait, je dis ça parce que quand on parle de 2 millions dans un espace aussi petit, avec les restrictions qu'il y a, on parle vraiment d'une prison. فكيف بدها تكون حياتك؟ Comment votre vie en fait va, comment vous imaginez une telle vie? لو بدك تشحن تليفونك على الكهرباء، لو بدك تعمل تغسل الغسيل، لو بدك دواء تمرض يصير معك مرض وبدك تتعالج، لو بدك تسافر، كل هاي الاشياء مش متاحه. ايش في même les choses les plus simples comme recharger son téléphone, préparer à manger, faire ses petites courses ou même des petits voyages comme ça n'est malheureusement presque pas possible à Gaza. فالناس اختارت انها تكون بنضال سلمي شعبي. Donc les gens ont choisi la lutte populaire et pacifique. مسيرات العودة. C'est ces marches de retour. على الحدود. Sur les frontières. ممكن الكلام اللي أنا حكيته يوحي إنه هم اتجهوا للحدود يأس. Peut-être que ce que j'ai dit peut apparaître comme un désespoir. ولكن الحقيقة هو أمل في اللي جاي. Mais en réalité, en fait, c'est un espoir pour l'avenir. لأنه معظم الناس اللي هناك هم يعني مؤمنين إنه هم رايحين يعودوا على الأرض، يرجعوا على أرض 48. Parce que les gens là-bas ont la conviction qu'ils peuvent retourner chez eux, ils peuvent retourner là d'où ils étaient chassés en 1948. ممكن أنا وأي سياسي أو أي حدا منكم يعتبروا نوع من شعار الوهم العودة الحين. Même si moi ou certains d'entre vous peuvent penser que c'est quelque chose, peuvent penser que c'est une illusion en fait de rentrer. ولكن هو صار على الواقع، صار في ناس تستشهد بسببه لأنهم رايحين بدهم يرجعوا. Mais à Gaza, c'est une réalité parce que les gens le font et se font tirer dessus et tuer à cause de ces marches.
هو بالنسبة لهم أمل وحلم. Pour eux, c'est un rêve et c'est un espoir. وكانت نتيجته صعبة، عندنا 200 شهيد. Le résultat est dramatique. Nous avons 200 martyrs durant ces marches de retour و13,000 جريح. et 13 000 blessés. Blessés, oui. وكمان لازم أنا أكون صريحة معكم. Je vais être franc avec vous. كان في كتير محاولة لاستغلال مسيرات العودة. Il y avait plusieurs opportunités pour que ces marches bénéficient en fait à certains courants. من الأحزاب الفلسطينية. Des courants politiques palestiniens. وحكومة الواقع هي حماس. Et là, le gouvernement en fait réel du Gaza qui est le Hamas. لكن الحقيقة إنه الناس واعية. Mais les gens sont conscients. وهي طلعة مستقلة تماما. Et ils sont totalement indépendants. ولأول مرة من 7 سنين من انتخابات 2006 هي تتحرك وتعمل رد الفعل بإيدها ناحية الاحتلال. Et depuis 7 ans, les gens bougent et réagissent eux-mêmes avec leurs actions. لأول مرة يكون مواجهة المحتل مش صاروخ لصاروخ. Pour la première fois, la confrontation avec l'occupant, c'est pas roquette contre roquette. لأول مرة يكون شعب مع الاحتلال كنظام فاشي. Un peuple contre un système fasciste. من 7 سنين. Depuis 7 ans. الشعب طلع وحكى كلمته. Le peuple a dit son mot. يعني أنا بدي أحكي لكم إنه اللي بيصير كرنفال. كرنفال. Pour moi, je définis ça comme un carnaval. أنا بسميه ربيع عربي لفلسطين. Je le nomme en fait le printemps arabe de la Palestine. ضد نظام محتل. Contre un régime occupant. الاحتلال الإسرائيلي. L'occupation israélienne. إحنا عندنا عائلات بتطلع هناك، رسامين، مؤدين الدبكة، راقصين الدبكة. Nous avons des familles en fait qui sont sur place, des artistes, des peintres, des danseurs de la dabka surtout sur place. فأنا بعتبره ميدان تحرير غزة، ميدان التحرير. Et التحرير. je le considère comme la place Tahrir en fait. ميدان التحرير زي القاهرة. Place Tahrir en faisant référence à la place Tahrir de l'Égypte. حتى الإعلام إذا لاحظتم إنه الإعلام الأمريكي والإعلام الدولي اهتم بمسارات العودة بشكل كتير كبير. Même les médias internationaux en fait ont donné plus d'importance à ces marches de retour. ورجعت القضية لبراءتها الأولى في الانتفاضة الأولى. Et ça a rendu à la cause palestinienne en fait son innocence en fait qu'il avait au début. في عيون الإعلام الأمريكي أو الدولي. Ou bien sûr aux yeux des médias internationaux. رجعت شعبيتها كبيرة ممكن هي بدأت في 29 أو في آخر شهر مارس لعند الآن هي موجودة. امبارح كانوا موجودين على الحدود كمان. نهاية مارس. Ça a commencé en fait le 29 mars, en tout cas fin mars jusqu'à hier d'ailleurs, et sa popularité en fait a augmenté. أول 3 شهور تقريبا كان الاهتمام كتير كبير. Les 3 premiers mois en fait ont été il y avait beaucoup de lumière en fait sur les 3 premiers mois. شوي بدينا برضه نخسر، وهذا بعتبره أنا نقد ذاتي لأن شوي بدينا نخسر هذا التضامن مع مسارات العودة. Petit à petit nous commençons en fait à perdre cette solidarité et c'est une autocritique que je fais. لأنه دائما اللي بيبدأ الحراك أو الثورة هم الشباب الشجعان المستقلين واللي بينال النتائج أو اللي بحصد النتائج هم السياسيين. Parce que ceux qui initient ces actions, c'est des jeunes indépendants, mais ceux qui en profitent, c'est toujours les politiciens. وبدينا نخسر فعليا لما الحكومة في غزة بدأت تتفاوض على مسيرات العودة. On perd réellement parce que les gouvernements, en fait, les autorités en fait en Palestine commençaient
à négocier au nom de ce peuple en fait qui s'est mobilisé. وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. Ismail Haniyeh, le président du bureau politique du Hamas, صعدت طائرة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري est monté en fait dans l'avion du président égyptien Sisi في شهر مايو العام الحالي. en juin de cette année. وكان الهدف التفاوض على مسيرات العودة، هل نوقفها هل تستمر؟ Et le but en fait c'est de négocier sur ces marches de retour. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? ومن هنا بدينا نخسر. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a commencé à perdre. لما ظهر للعالم إنه في حد معين بيتحكم بمسيرات العودة. Quand le monde a vu qu'il y a d'autres courants en fait qui contrôlent ces marches de retour. وهو مش صحيح لأنه الناس هي اللي بتتحرك واللي بتذهب ومحدش فلسطيني حزب فلسطيني بيقدر يحشد هذا العدد من الناس. Alors ce qui est faux parce que c'est les gens qui se mobilisent et aucun courant politique à Gaza peut mobiliser autant de gens. وبس الملاحظة بدي أنبه لها إنه عبد الفتاح السيسي هو واحد من أكثر الأعداء للإخوان المسلمين. Une observation que je vais faire, c'est parce que Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, c'est l'un des ennemis les plus farouches des frères musulmans. وقواته العسكرية قامت بمجزرة رابعة اللي كنا سمعنا عنها وبنعرفها في اعتراض على الانقلاب العسكري. Et qui a été d'ailleurs le responsable du massacre de Rabaa en Égypte. ولكن فجأة صار تقارب بين حماس والسيسي. Et soudainement, il y avait un rapprochement entre Hamas et le président égyptien Sisi. والمعبر تحسن وفتح معبر رفح. Et le checkpoint de Rafah, on a vu en fait qu'il y a eu une amélioration خلال هذا العام. durant cette année. طبعا لسه موجوده الرشاوى يعني كل شخص بيطلع بدفع $1500. Bien sûr, il y avait des pots de vin atteignant jusqu'à $1500 من اصحاب التنسيقات اسمهم. De la part de ce qu'on appelle les coordinateurs, certaines coordinations en fait, qui gèrent ces checkpoints. وهكذا. En fait, c'est des postes frontières. بدينا نخسر اللي كسبناه مسيرات العودة. Et du coup, on commence à perdre ce qu'on avait gagné en fait pendant le début de ces marches de retour. ومع ذلك malgré ça, المسيرات أنقذت غزة من حرب. Ces marches de retour ont épargné Gaza une nouvelle guerre. المسيرات لا تزال مستقلة والناس بتطلع لأنه عندها أمل. Ces marches sont toujours indépendantes et il y a encore de l'espoir. المسيرات تعتبر عنوان كبير للنضال السلمي اللي بيأمنوا فيه الناس. Ces marches sont le titre d'une lutte pacifique dont les gens croient fortement. في قبل الأسبوع الماضي. La semaine dernière. أكيد كلكم سمعتوا عن حرب اليوم الواحد، يعني صار قصف في غزة. Vous avez certainement entendu parler de la guerre d'un jour, d'un seul jour. كانت هذه الحرب اللي صارت هي مش حرب، هي يوم واحد قصف. Cette guerre ou cette journée en fait de bombardement. كان بنتيجة اختراق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الشفهية اللي كانت بين حماس وإسرائيل. C'est à cause en fait de le déni en fait des autorités israéliennes en fait de la trêve qui a été conclue entre les Palestiniens et les Israéliens. طبعا أنا بلوم على الإعلام الفلسطيني المحلي. Je vais parler en fait des médias palestiniens locaux. إنها متعودة، يعني كيف بدي أحكي لك، هو إعلام بغطي حرب. C'est un média en fait qui couvre une guerre. وكان صعب إنه يتعامل مع النضال السلمي.
Et pour ces médias, en fait, c'était difficile de traiter ou de parler d'une lutte pacifique. لذلك الصورة اللي بتتاخذ عنا برا L'image que les gens font de nous de l'extérieur, إنه إحنا محبين حروب que nous aimons la guerre. وهذا مش صحيح. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est faux. إحنا بنحب الحياة. Nous aimons la vie. وأكثر شعب بيلتئم جروحه بعد الحرب هو الشعب الفلسطيني. بتلاقي في صاروخ في الجو، في زفاف عرس يعني في الشارع. En fait, il y a, pour montrer en fait que nous sommes des gens qui aiment la vie, des fois il y a des raids israéliens, en même temps il y a des mariages en fait à Gaza. فهاي هي يوميات غزة. Ce sont en fait, c'est comme ça en fait que les journées ou la vie quotidienne se déroule à Gaza. يوم بصير اختراق للهدنة وبصير حرب. Un jour, la trêve est rompue, donc il y a une guerre. وأسبوع أو كل جمعة بيطلع الناس وبقاوموا المحتل بطريقتهم. Et chaque vendredi, les gens ils vont dans les marches pour lutter à leur manière. في اعتقاد إنه صوت السلاح أقوى من صوت السلام أو النضال السلمي. Il y a une conviction que la lutte à travers la lutte armée est plus forte que la lutte pacifique. ولكن بالنسبة لأنا كيف شايفة غزة. Mais personnellement, الناس تعبت من الحرب وتعبت من السلام. Les gens sont fatigués en fait de la guerre et des armes. عندنا فتح أو منظمة التحرير أكثر من 20 سنة في مفاوضات السلام ما تغير شيء. Nous avons le Fatah qui est au pouvoir et durant 20 ans en fait rien n'a changé en fait aux conditions des Palestiniens. وثلاث حروب وما تغير شيء. Et 3 guerres et rien n'a changé. فكان هالحين الأمان إنه إحنا نطلع عن النضال الشعبي، إنه الناس هي اللي تختار طريقها. Et c'était en fait l'occasion et l'espoir pour que les gens en fait tracent leur chemin. أنتوا تخيلوا معي إنه في يوم واحد الأسبوع اللي فات لما بدأ القصف. Imaginez avec moi un jour la semaine dernière quand les bombardements ont commencé. 200 عائلة تشردت. 200 personnes sont devenues en fait sans abri. من قصف 3 مباني. À cause des bombardements en fait de 3 bâtiments. وهذا المشهد قصف المباني ذكرني على طول بمشهد في 2014 حرب 2014. Et cela en fait me rappelle une autre image que j'ai en 2014. 90 عائلة ماتت داخل بيوتها بسبب القصف. 90 personnes, 90 familles ont été assassinées en fait lors d'un raid israélien sur un bâtiment. 45 هجمة، 90 عائلة ماتوا ب 45 هجمة لأن العائلات بتخبوا مع بعض. Donc comme les familles ils se regroupent en fait dans ce genre d'attaque, il y a eu 48 bombardements, donc tout le monde a été tué. فإسرائيل بدت أول الأسبوع اللي فات الحرب اليوم الواحد بدت بقصف البيوت. Donc la semaine dernière, Israël, quand elle a commencé à bombarder, il a visé en fait les bâtiments. عشان تذكرنا في اللي حيصير لو استمرت. Pour nous rappeler en fait ce qui va se passer dans l'avenir si on continue à faire ces marches de retour. والحمد لله ما استمرت وقفت. Mais heureusement, en fait, ça n'a pas continué. ولكن هذه وحشية الاحتلال هاي الصورة. Et ça montre en fait l'atrocité en fait de l'occupation. كيف بده يكون قدامها العناد الفلسطيني في غزة؟ كيف شايفينه؟ Comment vous pouvez en fait voir cette obstination en fait des gens en Palestine? أنا بالنسبة إلي Pour moi, رائع. c'est quelque chose d'extraordinaire. ولكن مش مقدس. Mais qui n'est pas sacré. علشان الوقت بيحكوا لي عن الوقت فبدي. Heureusement le temps court. قديش الحكي يعني كم الحكي عن
الغاز جذاب ولكن même si en fait, quand on parle de, c'est attirant en fait quand on parle de Gaza, ولكن في عندنا واقع أصعب في الضفة الغربية. mais nous avons une réalité encore plus atroce en Cisjordanie. إحنا عندنا 636 ألف مستوطن. Nous avons 636 colonies. مستوطن في الضفة الغربية. colons en Cisjordanie. بزيادة عن الثمانينات القرن الفات 70%. Soit 70% en fait de ce qui a été le cas pendant les années 80. وعندنا هدم البيوت في القدس والخان الأحمر. Nous avons la destruction des maisons à Jérusalem et Khan Ahmar. عندنا حواجز بين كل مدينة ومدينة. Nous avons des checkpoints à chaque frontière en fait des villes. وعندنا الاحتلال بدخل أي بيت وبعتقل من غير أي مقاومة من قبل. Et nous avons un occupant en fait qui pour entrer dans n'importe l'occupant. من قبل نظام محمود عباس ما فيش أي Et مقاومة. donc nous avons un occupant en fait qui peut entrer dans n'importe quelle maison sans aucune résistance en fait de l'autorité de Mahmoud Abbas. لو بدنا نحكي عن الجزء الثالث مستقبل غزة. Si pour aborder en fait le troisième point qui est le futur de Gaza. أكثر سؤال بنسأله عن En من fait الناس. c'est la question qu'on me pose le plus souvent. كنت زمان عندي إيش أحكي. Avant j'avais quelque chose à dire. هالحين ما عنديش. Aujourd'hui en fait je n'ai plus rien à dire. غزة العالم تركها وراه. En fait le monde a laissé Gaza derrière elle. أوروبا وفرنسا وأمريكا وحصار وقفوا كل ما دعمهم لغزة. Y compris en fait l'Europe, l'Amérique et même les campagnes de solidarité, il y a de moins en moins. وقفوا الدعم للتعليم. Ils ont arrêté le soutien à l'éducation. وقفوا الدعم للبنى التحتية. Le soutien à l'infrastructure. وبكون السؤال اللي بدي اياكم بعدين تبحثوا عنه مين اللي الحين بدعم هاي البرامج في غزة؟ مين اللي بدعم هاي البرامج في غزة الآن؟ Et qui aujourd'hui en fait soutient ces programmes à Gaza? غزة صارت فقط مختبر أسلحة. Gaza est devenu aujourd'hui seulement un laboratoire d'expérimentation d'armes. كل سنتين أو ثلاثة. Chaque 2-3 ans. بيجربوا فيها الأسلحة. Ils expérimentent leurs armes dans une nouvelle guerre à Gaza. طبعا الآن اليمن أخذت عنها الدور يعني. Bon, maintenant c'est le Yémen qui a pris ce rôle. وهي بالنسبة للعالم حدودها أفضل مكان للسياحة العسكرية. Et pour le monde en fait les frontières de Gaza c'est le meilleur endroit pour le tourisme militaire. لأنه بيجوا بيشوفوا يشوفوا الصراع المسلح على أرض الواقع فبيجوا عقدة وأمنيين من العالم يتفرجوا على كيف الصيام بس مش غزة الناحية الإسرائيلية. Et il parle en fait de tourisme militaire parce qu'il y a des gens de l'extérieur en fait surtout ils viennent regarder en fait comment ça se passe sur le terrain notamment du côté israélien. مع كل هذا التشاؤم ممكن اللي في كلامي. Avec tout ce pessimisme en fait dans mes mots. ومع كل هاي الخسارات اللي في غزة. Et toutes ces pertes à Gaza. بقدر أحكي إنه هو المستقبل لغزة مستقبل يعني أنا كنت بشوف زمان ضوء في آخر النفق. الحين فيش ضوء في آخر النفق بس مع ذلك لما أشوف الناس وأسمع الناس إيش بتحكي هم المستقبل. Même si je voyais avant un futur sombre, aujourd'hui, quand je regarde tout ça, je vois quand même une lumière dans l'avenir. وبتمنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبطل دور الأخ الأكبر يبطل دور الأخ الأكبر لبنته غزة. Et j'espère que le président président de l'autorité palestinienne cesse de jouer le rôle du grand frère
de sa petite fille, en fait, la Hamas. C'est comme ça qu'elle a défini. شكرا. Merci. Merci beaucoup à Asma El Roul pour sa façon de vivre Gaza au quotidien et le sens en fait qu'elle nous a donné de ces fameuses marches du retour dont effectivement on a beaucoup entendu parler en avril, mai dernier. Ces marches qui ont débuté en fait au moment où les États-Unis ont annoncé le transfert à Jérusalem de la capitale d'Israël. Et effectivement, ce que je retiens, moi, en fait, ce qu'elle a dit, c'est deux choses vraiment, et je pense que ça peut faire écho à la présentation de Marion. C'est d'une part que ces marches sont une façon de lutter contre l'oubli des Palestiniens sur la scène internationale, l'oubli pas simplement de leur statut de réfugiés. On a bien vu que c'était une lutte contre l'occupation, de l'oubli contre la situation d'enfermement, de prison qu'ils vivent au quotidien. Et le deuxième élément très très important, c'est que les années de guerre précédentes, mais même déjà durant l'intifada de 2000-2005, il y a eu une remise en cause très 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 forte de la stratégie de lutte armée par l'ensemble de la communauté des Palestiniens, et j'ai envie de dire quelle que soit aussi leur appartenance politique, et qu'il y a un espèce de retour très fort de la stratégie de lutte pacifique qu'on avait vue durant la première intifada en 1987, et que les gens justement cherchent à revenir, à réexister, à sortir de l'oubli avec leurs pieds, et à parler à la communauté internationale avec leurs pieds et avec leurs paroles et avec leurs slogans. Je pense que Marion, dans son étude sur l'évolution de l'art contemporain et du contenu, des œuvres, etc., produites par les Palestiniens, notamment à Gaza. J'ai lu un petit peu ces travaux il y a quelque temps, montrent justement que les productions artistiques de ces Gazaouites réfléchissent ou dénoncent finalement la lutte armée, ou tournent en dérision un petit peu la martyrologie et l'usage des armes. Mais je la laisse nous en dire plus sur le sujet et sur beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude-Signol, merci beaucoup à Lima et à l'IREMO, et merci beaucoup à Asma El Roul de ce témoignage extrêmement riche, et je suis très heureuse de la retrouver. Je l'avais rencontrée il y a 5 ans maintenant à Gaza, au tout début de mon terrain de recherche pour ma thèse, et elle m'avait aiguillée sur un certain nombre d'artistes de Gaza dont je vais parler aujourd'hui. Et donc la présentation d'aujourd'hui est issue de ma thèse en anthropologie que j'ai soutenue, donc c'est terminé, sur comme le disait Aude, donc l'évolution du nationalisme à travers donc les créations surtout d'art plastique en Palestine, dans les territoires palestiniens occupés. Et donc en fait, je voulais commencer par dire que quand j'ai commencé ma thèse en 2013 en Palestine, donc c'était à la suite d'une expérience professionnelle à l'Institut français, où une de mes missions c'était donc d'organiser des expositions d'artistes locaux dans différentes villes palestiniennes. Et j'ai très vite observé le dynamisme artistique extrême existant donc dans les territoires palestiniens, ce qui m'a donné envie donc de continuer sur le sujet. Mais je ne soupçonnais pas encore à l'époque que c'était donc à Gaza que ce dynamisme allait être en fait finalement un des plus saillants. Et donc c'est en me rendant à Gaza à plusieurs reprises de 2012 à 2016, donc d'abord pour rencontrer des artistes pour des expositions éventuelles, et ensuite en tant que chercheuse à l'Institut du Proche-Orient, que j'ai découvert une véritable pépinière d'artistes. Et en arrivant donc à Gaza la première fois en 2012, j'étais évidemment loin d'imaginer cela.
Et j'étais surtout donc très impressionnée par le contexte, vous l'avez dit Aude, d'extrême vulnérabilité permanente, et Asma l'a incarné par ses propos extrêmement riches. Et finalement, séjour après séjour, je me suis rendu compte que finalement l'objet que j'avais choisi pour ma thèse, donc l'art contemporain palestinien, constituait finalement un excellent point d'observation des dynamiques à la fois politiques et sociales de la Palestine. Et en fait, en prenant l'art comme un reflet de la société, l'idée en fait de cette présentation et de mes recherches est en fait une invitation à un peu décentrer le regard, à le décaler un peu légèrement par rapport à une actualité donc toujours plus brûlante et par rapport aux images de mort et de destruction que l'on reçoit quotidiennement de Gaza, et pour faire parler de réalités socio-économiques autrement. Donc pour ma part, je ne vais pas parler donc, de comment vivre à Gaza, parce que je n'ai pas réellement vécu à Gaza, donc je n'ai pas la prétention, enfin en tout cas la légitimité de le faire. Et d'ailleurs, c'est plutôt comment survivre à Gaza aujourd'hui, plutôt que vivre à Gaza. Mais donc, comment, je vais parler aujourd'hui de comment donc, créer dans ce contexte. Donc, je vous dresser un tableau non exhaustif, bien sûr, de la vie à Gaza au travers du regard des artistes contemporains. Comment créer dans un contexte d'embargo, et qui sont ces artistes qui créent dans ce contexte, et quelle forme artistique donc émane d'un environnement si fermé au monde par les frontières de l'embargo israélien et dans une moindre mesure égyptien. Donc on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à l'art, un sujet qui a priori est annexe, périphérique par rapport à des préoccupations plus politiques, humanitaires ou économiques. Cela peut en effet paraître étonnant, voire même déplacé, de vouloir parler de l'art dans ce contexte, où, donc, comme il a déjà été dit, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans ces 70%, il y en a 20% qui vivent en situation d'extrême pauvreté. Donc je vais pas rappeler trop d'éléments de contexte généraux, mais je pense que c'est toujours bien de les rappeler quand même. Donc c'est comme on disait, un espace extrêmement... bon, c'est bien d'avoir peut-être une carte. Hop. Voilà. Donc extrêmement, comme on l'a dit, un espace extrêmement confiné et coupé donc, de la Cisjordanie et de Jérusalem, rendu impossible d'accès donc, depuis la deuxième intifada en 2000, en raison de la politique de séparation israélienne. Donc, voilà, soit 10 km de large, 40 km de long, soit, donc, Asma le disait, pour Munich, mais pour revenir à la France, 3 fois la surface de Paris, donc bordé à l'ouest par la mer Méditerranée, l'Égypte au sud, donc avec le point de passage de Rafah, et Israël au nord, et à l'est, donc complètement clôturé par toutes ces frontières. Et donc si Gaza est sous embargo politique, économique et militaire donc depuis 2007, date donc du coup d'État du Hamas qui contrôle désormais l'ensemble de la ville, les contraintes à la circulation des Gazaouis imposées par Israël remontent en fait, et c'est important de le dire, à la première intifada, et se sont renforcées pendant la deuxième intifada dans les années 2000. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, que ce soit la mer, la terre ou l'air, Israël contrôle absolument tout Gaza. Et donc, ça a mené radicalement à une marginalisation extrême de Gaza, et donc qui s'est renforcée en 2006 par les rivalités interpalestiniennes entre donc, le Fatah en Cisjordanie et le Hamas. Donc la situation économique, socio-économique s'est considérablement dégradée depuis une décennie, donc avec, comme le disait Asma, plus de 2 millions d'habitants. Il faut le rappeler, dans ces 2 millions d'habitants, les 2 tiers sont des réfugiés palestiniens qui sont répartis dans 8 camps du nord au sud.
Et Gaza donc, enregistre une des densités les plus élevées au monde, avec donc 5000 habitants au kilomètre carré. Donc si bien qu'en fait on n'est pas dans une situation de sous-développement, dans laquelle les conditions de possibilité d'un développement économique seraient existantes, mais on est dans une situation de développement, qui est donc la destruction délibérée et systématique d'une économie par une puissance dominante dans un contexte de colonisation et qui annihile les bases de tout développement économique possible. Donc en fait, comme Asma l'a incarné, c'est un cauchemar dans le cauchemar, une prison à ciel ouvert, et même pas vraiment une prison à ciel ouvert, car même dans les prisons, on peut dire que les conditions humanitaires sont peut-être meilleures. En tout cas, on a un accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc c'est encore pire que peut-être cette expression souvent utilisée. Donc évidemment, dans ce contexte, l'exercice de toute activité artistique est peu propice, et les artistes donc, que j'ai pu rencontrer sont soumis à des contraintes à la fois externes et internes. Donc les contraintes externes sont liées à l'embargo, qui interdit donc toutes les importations d'énormément de matériaux, et rend extrêmement difficile, voire impossible, la circulation des œuvres et des artistes, comme de toute la population. On ne compte plus les nombreuses fois où des artistes de Gaza ont été invités dans des festivals internationaux, avec des lettres officielles, etc., des expositions très prestigieuses, mais sont assignés à résidence pour faute de permis israélien. Et quant aux artistes internationaux, ils ne peuvent pas se rendre dans cette petite bande de terre, et ce qui crée donc un climat évidemment d'asphyxie et qui engendre une scène artistique qui évolue donc d'une certaine manière en vase clos. Et il y a aussi, donc les artistes sont soumis à des contraintes internes. Donc quelques exemples pour vous donner une idée. Il n'existe donc évidemment à ce jour pas de musée d'art moderne actif à Gaza. Les dernières salles de cinéma ont été fermées en 87, je tiens à signaler un article de Asma El-Roul justement dans le El Monitor sur justement l'industrie du cinéma à Gaza, et donc la fermeture dans la fin des années 80, la fermeture donc de ces cinémas. Il y a quelques très rares galeries qui parviennent à peine à survivre financièrement, car elles dépendent en grande partie aujourd'hui de l'aide internationale. Et la seule formation à l'art qui existe est à l'université d'Al-Aqsa, mais le département art visuel a été fermé en 2010, et cette formation, dans tous les cas, délivre un enseignement assez classique et académique. Quant au financement donc, de la culture, notons qu'avec la division donc, interpalestinienne entre le Hamas et le Fatah, très peu, voire aucun fonds public ne parvient aux artistes de Gaza. Pour vous donner une idée, le budget du ministère de la Culture est de 0,003% du budget global, ce qui fait que donc l'appui à la culture est le monopole souvent des organisations internationales depuis la période post-Oslo, ou alors est le monopole du Hamas depuis 2006. On peut remarquer depuis les années 2010 quand même un embryon de marché de l'art local qui se met en place et qui a été notamment favorisé par toutes les initiatives notamment des pays du Golfe, si bien que certains artistes aujourd'hui parviennent à vivre de leur art par la vente de leurs œuvres. La moyenne du niveau de vie des artistes que j'ai étudiés est d'environ $600 par mois, quand on sait que le niveau moyen de vie est de $195 par mois en 2018. C'est donc largement au-dessus de la moyenne. Donc par exemple, il est intéressant de voir, là on est à Ramallah, et donc c'est les bureaux d'une boîte d'investissement palestinienne à Ramallah, donc en Cisjordanie, dont le directeur a acheté
que des artistes de Gaza, et donc a recouvert ces tableaux d'artistes gazaouis. Donc les artistes se souviennent encore de la visite de ce directeur qui a donc un peu fait son marché parmi les artistes de Gaza. Enfin, il faut noter aussi les contraintes liées aux normes sociales conservatrices imposées par le Hamas, qui a mis en place depuis donc 2006 un système de censure à Gaza. Donc à titre d'exemple, les représentations des femmes dans les manuels universitaires du département des arts plastiques de l'université d'Al-Aqsa ont été effacées. Les modèles vivants féminins sont bien sûr prohibés. En 2010, le département des arts visuels, je l'ai déjà dit, se retrouve fermé en raison de sa mixité et de son caractère jugé trop libéral. Et par ailleurs, le ministère de la Culture exige à chaque fois des autorisations pour toute création d'associations ou d'organisation d'événements culturels, et notamment dans l'espace public. Et en ce qui concerne mon objet d'étude, donc les arts plastiques, ils sont finalement relativement épargnés par la censure par rapport à d'autres domaines artistiques comme le cinéma par exemple, ou la musique, qui sont des médias beaucoup plus populaires et donc beaucoup plus surveillés. Il n'en reste pas moins que pratiquer l'art contemporain à Gaza représente parfois des menaces pour les artistes qui peuvent faire donc l'objet d'arrestations, d'emprisonnement, même s'il n'y a pas à proprement parler un organe de censure au sein du ministère de la Culture à Gaza. En revanche, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, comme évidemment la critique du gouvernement en place, la religion ou les sujets liés au sexe, ce qui implique des formes d'autocensure de la part des artistes. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse, car si depuis 2016, la politique culturelle du Hamas se caractérise donc par ces mesures de censure à l'encontre des artistes, elle se caractérise aussi par le redéploiement de sa stratégie culturelle, fondée sur une politique volontariste. L'appareil médiatico-culturel du Hamas entend mettre la main sur la culture à des fins de stratégie de communication, et ça évidemment pour pallier au contexte de marginalisation régionale et internationale. Donc ce redéploiement est bien illustré par l'exemple que je vous ai mis là de la statue donc, du soldat inconnu, qui a été construite en 1957 par les Égyptiens qui administraient alors la ville. Les forces d'occupation israéliennes l'ont détruite en 1976 et en 2000, l'artiste de Gaza, Iyad Sabah, est appelé par l'autorité palestinienne pour la rénover. Mais en 2007, les brigades Al-Qassam, donc qui est la branche armée du Hamas, la détruisent. Et en 2014, donc les brigades Al-Qassam inaugurent à la place le monument en forme de lance-grenade M75 en commémoration de l'offensive israélienne sur Gaza de novembre 2012. Un deuxième exemple, juste pour montrer cette politique culturelle du Hamas qui est à signaler. Donc le Hamas fonde en 2010 le syndicat des artistes palestiniens, qui est dirigé par un cacique du gouvernement. Les principales missions de ce syndicat sont l'organisation d'expositions collectives, de peintures murales, d'opérettes folkloriques ou de camps d'été. Et cette association entend conserver le patrimoine et la mémoire de la patrie, de la patrie palestinienne. Et les messages donc véhiculés dans ce genre d'initiative sont explicitement nationalistes et politiques et directement liés à la question nationale et aux valeurs morales du Hamas. Donc fin de la parenthèse. Donc quoi qu'il en soit, on peut dire qu'en dépit de l'ensemble de ces contraintes quotidiennes, le moins qu'on puisse dire est que l'activité artistique relève d'une prouesse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que malgré l'insoutenabilité de la vie à Gaza, cette ville est un foyer majeur de l'art palestinien et étonnamment une polarité culturelle des plus actives de la Palestine, en tout cas dans les arts visuels. Il faut rappeler que Gaza est centrale dans l'histoire de l'art palestinien. En 1953, c'est à Gaza qu'a lieu la première exposition d'art palestinien. Gaza contient aussi l'une des formations à l'art les plus importantes de Palestine, donc avec l'université Al-Aqsa. Et Gaza est une centralité culturelle aussi, et surtout en termes
bizarrement d'infrastructures culturelles. En 2012, Gaza est la ville la plus dotée en centres culturels selon le Bureau des statistiques palestiniens. 69 centres palestiniens à Gaza, contre 56 à Jérusalem et 59 à Ramallah, qui pourtant, Ramallah est donc est considérée depuis ces dernières années comme la capitale culturelle de la Palestine. Et selon le même Bureau des statistiques palestiniens et une observation personnelle de terrain, le nombre d'expositions collectives par année y est plus important qu'ailleurs en Palestine. Et enfin, Gaza est une centralité culturelle en termes de concentration d'artistes. C'est un véritable réservoir d'artistes, comme je vous le disais. Cette croissance du nombre d'artistes professionnels à Gaza est aidée donc par l'ouverture en 2004 d'une faculté des beaux-arts qui forme chaque année des dizaines de jeunes aux arts plastiques, même si beaucoup d'artistes restent des autodidactes. Et donc, qui sont ces artistes ? En ce qui concerne leurs profils socio-économiques, il est intéressant de noter qu'à Gaza, l'art contemporain n'est pas l'apanage de l'élite, comme ça peut être le cas ailleurs dans le domaine artistique. Les artistes plasticiens que j'ai rencontrés sont pour la plupart issus des camps de réfugiés, appartiennent le plus souvent à la classe moyenne inférieure, voire défavorisée. Et il est intéressant aussi de noter qu'un certain nombre d'entre eux, de ces artistes, sont des femmes et qu'elles représentent un nombre très important dans notamment les nombreuses expositions collectives qui ont lieu. Donc je ne vais pas m'attarder, mais voilà, Lida Badouane par exemple, Dina Matar ou Emad Mohamed, qui sont donc très actifs sur la scène culturelle gazaoui. Et on peut aussi noter une certaine mixité qui existe dans les mondes de l'art contemporain, contrairement à d'autres milieux à Gaza. Les collectifs d'artistes sont mixtes, les cours d'art sont dispensés à un public mixte et les expositions sont fréquentées par des hommes et par des femmes. Et également, ce qui est important à dire pour Gaza et qui fait aussi sa spécificité par rapport à l'ensemble de la scène artistique palestinienne, c'est que l'on trouve à Gaza le plus de collectifs d'artistes qui sont actifs et qui vont se mettre en place et qui vont promouvoir donc l'art contemporain au niveau local et tenter de le faire au niveau international malgré toutes les contraintes. Donc je voulais juste vous en citer deux, Iltiqa et Shababik, qui sont nés donc dans les années 2000. Et donc ces groupes organisent des expositions, des ateliers, des rencontres autour de l'art et constituent un réseau artistique extrêmement efficace pour leur visibilité. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont leurs œuvres qui sont exposées à l'international. Okay. Donc, dans ce contexte émergent des formes artistiques particulières qu'il s'agit donc maintenant de vous montrer. Donc je ne vais pas vous faire si j'ai plus que 5 minutes, je ne vais pas vous faire en gros, je voulais vous faire un bref retour historique sur comment a évolué un peu l'art palestinien. Donc dans les années, on peut juste distinguer deux phases principales dans l'évolution des arts plastiques. Donc la première phase 60-90 qui correspond à l'art révolutionnaire, au service direct de la cause nationale et du nationalisme, et donc qui est voilà, où l'art est vu comme un instrument majeur pour la vision du nationalisme de l'OLP. Donc les artistes dans les années 70 produisent de nombreuses affiches politiques qui sont directement commandées par les factions politiques pour illustrer donc les messages des factions. Il y a aussi donc la peinture qui est donc de veine symbolique, allégorique et nationaliste, avec des thèmes de prédilection comme l'exil, la mémoire, la résistance, donc avec Ismaël Chamout qui est le pionnier un peu de l'art moderne palestinien, ou encore Fatih Raben qui, donc je vais passer rapidement, mais avec des images qui parlent un peu d'elle-même,
avec donc un appareil symbolique très codifié, avec donc souvent les mêmes symboles qui renvoient au patrimoine palestinien. Il faut aussi noter qu'à cette époque, voilà, par exemple, donc là, on a l'exemple de Fatih Raben et qui représente bien ce que la plupart des artistes à cette époque ont une activité politique à proprement parler et sont des fédaïns, des résistants politiques. Donc par exemple Fatih Raben qui appartient au Fatah, très proche donc de Yasser Arafat, comme on le voit oui, sur cette photo. Et donc pour ces artistes, le combat pour la lutte nationale passe à la fois par les armes et par les arts, ce qui a d'ailleurs valu à un certain nombre d'entre eux d'être emprisonnés à plusieurs reprises, donc comme Fatih Raben, qui a été emprisonné pour avoir peint ce tableau qui est à droite, parce qu'il y a un décret israélien de l'époque interdisait tout groupement des 4 couleurs du drapeau israélien, donc c'est-à-dire palestinien, donc après toutes les couleurs primaires. Donc c'est un peu compliqué pour faire de l'art. Donc la deuxième période, qui est donc la 2000-2015, qui est donc la génération post-Oslo, avec l'émergence de l'art contemporain à proprement parler, qui donc se caractérise par des pratiques artistiques inventives et expérimentales. Dans ce système donc, de contraintes multiples, comme on l'a vu, tout est bon pour créer. Et des stratégies de contournement de la contrainte se mettent en place. Les artistes tentent de dépasser les obstacles imposés par le blocus en faisant appel dans leurs œuvres à des matériaux de fortune pour les détourner. Des façons de créer inédites vont s'inventer. Par exemple, les artistes vont peindre sur des toiles qui sont en fait des draps. On remplace les tubes de peinture par du café, du henné, de l'argile, de la farine, comme on peut le voir ici avec une œuvre de Mohamed El Hawajiri. Ou encore, on utilise des munitions égarées pour en faire des installations. Et donc là, on le voit avec Mohamed El Zoumour qui recouvre les balles qu'il a trouvées donc, en 2014, qui recouvre donc ces balles de poèmes arabes nationalistes pour, je le cite, délivrer un message de paix et d'amour au milieu de ces destructions. On a évidemment aussi beaucoup recours au portable pour filmer et photographier dans un désir et une urgence de témoigner dans ce contexte de guerre. Et aussi une caractéristique de cette création est le recours donc, au numérique, donc à Internet, pour contourner le manque de matériel et en réponse à l'enfermement imposé par le contexte local. Donc là, on le voit dans ce projet intitulé Guernica Gaza, où l'artiste va détourner des grandes références de l'art occidental en y insérant des éléments de sa vie quotidienne. L'affiche Visite Gaza fait également, qui a été faite pendant l'opération militaire israélienne sur Gaza à l'été 2014, reprend une affiche assez connue, Visite Palestine, datant de 1936, pour la détourner en une image d'humour noir, remplaçant donc le dôme du rocher par un bombardement israélien sur Gaza. Donc, pour finir, on peut se demander qu'en est-il du sens à donner à ces nouvelles pratiques artistiques et en quoi elles illustrent de nouvelles manières, des nouvelles formes de résistance. Donc, l'échec des accords d'Oslo et son cortège de désillusions a conduit les artistes contemporains à explorer donc de nouvelles manières de résister, remettant en cause l'assignation dont ils ont été souvent l'objet, à savoir l'équation art et nationalisme. Donc je pense ici à Sharif Sarhan qui résume bien la situation, qui dit « Avant je jetais des pierres, aujourd'hui je jette de l'art.
Je pense également à Raed Daïssa, qui a donc sa maison a été bombardée en 2014 par les bombardements israéliens, et qui décide quelques jours après le bombardement de sa maison d'exposer ses toiles sur les ruines de sa demeure. Et il me dit à cette occasion: en tant que citoyen à Gaza, aujourd'hui, je ne peux rien faire d'autre que de peindre. Je suis contre le fait que tout le monde porte des armes. L'art, c'est une manière de résistance, de résister. Le fait de montrer mes tableaux détruits au monde est un moyen de dire qu'il y a de la culture, de l'art et de la vie à Gaza, comme le disait très bien Asma. Donc, on voit bien avec ces propos comment l'acte de créer devient en fait un acte de résistance à part entière. Donc, je vais finir bientôt sur... voilà, bon, alors je voulais juste parler, mais on pourra revenir en discussion sur... bon, non, j'ai vraiment plus de temps, donc je vais juste... Voilà. Hop. Bon. Je suis vraiment... enfin bon, il y a beaucoup à dire, on pourra en reparler. Mais donc pour conclure, on peut dire que donc l'art, au-delà de la résistance, correspond à une résilience au sens de la capacité des acteurs à rebondir et à reprendre une vie humaine malgré les traumatismes liés aux difficultés économiques et politiques. Et parmi l'ensemble de ces mécanismes de défense contre les conséquences de la guerre, la culture accompagne les Palestiniens dans leur construction d'une vision du monde, et les artistes tentent d'apporter un contre-discours visuel, un récit alternatif à l'image réductrice trop souvent véhiculée sur Gaza par les médias dominants. C'est cette résilience culturelle du quotidien qui illustre très bien le projet de Khalil El-Mouzayyan, qui a donc lui avait également son studio de cinéma qui a été bombardé en 2014 et qui a décidé donc d'organiser une exposition sur les ruines de cet immeuble bombardé. Voilà. Et qui également, qui est pour moi un projet vraiment très révélateur de cette création coûte que coûte et dans ce contexte, qui a créé un festival donc, qui s'appelle Gaza Red Carpet Festival, au milieu des ruines de Choujaïe, donc qui est ce quartier qui a été entièrement rasé par l'armée israélienne en 2014. Alors avec un clin d'œil humoristique avec le festival de Cannes à Gaza, puisqu'il a été inauguré à la même période que le festival de Cannes. Et donc le message de ce festival est emblématique de la création à Gaza aujourd'hui et résonne avec les propos qui ont été dits. Et c'est donc avec ces mots de cet artiste que je souhaiterais conclure. Donc il dit « Je veux que ces festivals envoient un message au monde entier que les habitants de Gaza méritent la vie, qu'ils aiment la vie et cherchent la paix. » Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marion pour la présentation de ce travail très original et qui complète effectivement assez bien le message et le témoignage de Asma El-Roul sur cette manière de lutter avec ses pieds, avec son corps quelque part, mais sans armes, pour bien quelque part témoigner de la vie et dire que la vie est plus forte que la mort. Et je voudrais signaler dans la même veine un travail de recherche aussi qui a été primé l'année dernière par l'école de haute études en sciences sociales sur le théâtre à Gaza. Donc là on a parlé des arts visuels, de Najla Narli-Serouti, qui s'est donc intéressée à la production théâtrale à Gaza en particulier, et à partir d'une expérience qui s'appelle les monologues de Gaza, et qui a permis à des enfants de dire comment ils avaient vécu la guerre de 2009 en décrivant l'avant
la guerre, pendant la guerre et après la guerre, et qui a été accompagnée d'un travail avec des pédopsychiatres. Et elle montre comment l'art, cette expérience a permis justement de développer l'art-thérapie en Palestine, et était aussi une manière de permettre à ces enfants de continuer à vivre et à partager leur expérience, à se rendre compte qu'ils n'avaient pas été seuls à souffrir de ce qu'ils avaient expérimenté et été témoins. Voilà. J'ai préféré un peu laisser à chacune des intervenantes le temps d'exposer leur témoignage et leur travail. Donc, le temps de discussion va être un peu rétréci, mais du coup, voilà, j'ouvre directement le flot de questions. Bonsoir. Moi, je suis quelque peu désemparé par votre intervention. J'ai cru, dites si je me suis trompé, j'ai cru vous entendre parler du coup d'État du Hamas. D'accord ? Et puis, dans un premier temps, vous dites que le Hamas, il y a une politique culturelle qui est assez rétrograde, conservatrice, où la mixité n'a pas voix au chapitre, dans un premier temps. Puis par la suite, c'est tout le contraire. Vous dites que c'est un Gaza qui a le plus de manifestations mixtes, etc. C'est là où il y a le plus de vie, d'art, etc. Alors, je n'ai pas très bien compris. Bonsoir. Pour une question d'un autre ordre, je me présente, Jean-Claude, je suis militant de la France Insoumise. Et en France, on va bientôt avoir les élections européennes. Et on sait que l'État d'Israël a un pouvoir, une influence importante à la Commission européenne. Qu'est-ce que vous attendez d'un mouvement comme le nôtre si on arrive, j'espère, à avoir des élus, ou en avoir plus qu'on en avait jusqu'à maintenant? En quoi est-ce que des élus au Parlement européen peuvent aider la Palestine? On peut poser des questions à toutes les deux, oui. On peut poser des questions aux deux invités. À tout le monde. Oui. Questions. Non, mais je pensais que c'était juste pour Marie. Je l'ai noté là, le téléphone. Oui. Parce que en fait j'ai plusieurs questions, mais je vais en choisir une. Merci d'être là et nous avoir expliqué la situation de Gaza. Votre récit est très clair. Avant tout, j'aimerais quand même me présenter. Je m'appelle Sabrina, je fais partie d'une association qui s'appelle Cap Jipo Euro-Palestine. J'aimerais que votre façon d'exposer la situation de Gaza soit la même un peu partout. Malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir dire les choses aussi clairement. Aussi, j'avais une petite question à vous poser. C'est une question d'actualité. Que pensez-vous de la démission du ministre de la Défense israélienne? Est-ce qu'elle met en danger la politique de Netanyahou? Le ministre de la Défense. Lieberman. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette démission met en danger la politique de Netanyahou au profit des Palestiniens? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets. Ah oui, Carmen. Bonsoir. Moi j'avais une question sur le blocus délibéré de Gaza. Est-ce qu'il a vraiment pour objectif de faire fuir les Palestiniens
Ou alors ça a un autre objectif. On va faire qu'un seul tour de questions parce qu'il est déjà, l'heure est déjà avancée, donc n'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'aimerais savoir s'il existe des initiatives artistiques entre les artistes gazaouis et israéliens. Que je sais qu'on entend beaucoup parler de ça, de l'art comme un moyen de réconciliation ou d'unification. Est-ce que ça existe avec les artistes gazaouis? Ça semble un peu compliqué vu la situation d'enfermement, mais est-ce qu'il y a quand même des manières de pouvoir s'unir par l'art? Bisous l'ours, hein. Je disais juste que ça existait parce que j'ai vu au Théâtre du Nord. Je voulais pas intervenir, mais juste pour dire qu'il y a quelques années, j'ai vu au Théâtre du Nord une très belle représentation théâtrale de Roméo et Juliette avec une troupe palestinienne et une troupe israélienne ensemble, et avec les textes dits en hébreu et en arabe en même temps. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, donc peut-être que l'évolution a fait que les choses ne peuvent pas se prêter de la même manière actuellement. Juste, du coup, j'avais une question sur quelle visibilité pour ces artistes à l'international? Juste répondre rapidement peut-être et ensuite... en ce qui concerne les initiatives entre les Gazaouis et les Israéliens, déjà il faudrait qu'ils puissent se rencontrer, il faudrait qu'ils puissent sortir. Et donc dans le contexte actuel, c'est quasiment impossible. Et quand bien même certains artistes de Gaza ont réussi de manière complètement exceptionnelle à sortir et se retrouvent donc sur des scènes internationales, c'est quand même très très délicat aujourd'hui dans la situation actuelle, au vu aussi du boycott culturel qui est de plus en plus respecté par les artistes palestiniens. Et en gros, c'est extrêmement mal vu, et finalement, je trouve d'une certaine manière tant mieux, il y a eu beaucoup d'initiatives, Barenbaum, etc., pour un peu normaliser et faire la paix par l'art. Mais aujourd'hui, on est, je pense, passé à un autre stade. Et les artistes palestiniens, en tout cas des témoignages que j'ai eus, n'y croient plus et n'ont pas non plus envie de servir un discours de normalisation qui a souvent été utilisé par l'État d'Israël pour montrer à quel point c'était un État démocratique, etc. Donc là, il y a une vraie prise de conscience des artistes, qui est d'ailleurs une prise de conscience générale, mais en tout cas qui est vraiment relayée par les artistes. Et en tout cas, alors il y a des initiatives qui ont été faites, il y a beaucoup de Palestiniens de 48, donc des Palestiniens qui sont de fait, qui ont la nationalité israélienne de fait, mais qui sont donc Palestiniens de 48. Donc eux, évidemment, ils habitent en Israël, ils payent des taxes à l'État, etc. Donc c'est très très difficile pour eux le boycott culturel n'a pas réellement de sens. Et il y a eu aussi des initiatives, mais qui n'ont pas vraiment été pérennes, récemment des festivals israélo-palestiniens, etc. Mais au final, au vu du nombre des refus des artistes palestiniens de participer à ces initiatives, les organisateurs des festivals, par exemple, ont tout simplement arrêté et se sont reconfigurés et ont fait un festival soit
israélien, soit palestinien, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment très délicat. Et là, on parle en l'occurrence de Gaza, donc on a encore un autre stade. Alors je suis désolée pour peut-être... Bon, alors j'ai certainement pas été... oui, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais je voulais quand même revenir sur cette politique culturelle du Hamas, non pas pour la stigmatiser et dire qu'elle est conservatrice, etc. Parce que, alors j'ai dû écourter, mais enfin, il y a deux politiques culturelles en fait à Gaza. Il y a à la fois celle qui vient des organisations internationales et qui formate aussi d'une certaine manière des discours, et c'est en général ces formes artistiques qui arrivent à passer les frontières, mais il y a aussi donc toute cette production qui est financée et qui fait vraiment partie de la culture visuelle à Gaza, et c'est pour ça qu'en fait je voulais en parler. Et voilà. Non, il y avait... Il y avait une autre question. Il y a... C'est par rapport en fait, aux mixités, en fait, qu'il y avait une contradiction. Oui. Oui, alors, non, parce qu'effectivement, quand je parlais du nombre de centres culturels et du nombre d'initiatives culturelles à Gaza, mixtes. Donc oui. Le Hamas est loin de faire la loi, etc. Il surveille toujours, mais en même temps, le Hamas n'interdit pas non plus complètement cette mixité. Il laisse des marges de manœuvre, mais à côté, ils vont fermer le département des arts plastiques. Exceptionnel. Si vous voulez. C'est exceptionnel. Heureux de vous l'entendre. C'est plutôt un autre débat, je pense, que... بس بدي أعلق على نقطة مريون الأخيرة. Concernant le dernier point évoqué par Marion à propos de la mixité, في حادثة يعني لطيفة. Il y a eu un incident marrant. في مهرجان الريد كاربت السينما اللي حكت عنه مريون. Durant le festival en fait qu'ils ont fait par rapport au festival de Cannes. كنا نحضر الأفلام بالقاعة في السينما والضوء مضوي شوي. كنا نحضر الأفلام والضوء مضوي. Et la lumière était allumée en fait. فكنا نسأل فالأمن اللي من الحكومة كان يحكي لنا عشان في اختلاط بقدرش أطفي الضوء وتحضر الفيلم. Et l'agent de sécurité en fait il disait que je laissais la lumière pour qu'il n'y ait pas de mixité en fait dans la salle entre les hommes et les femmes. هذه حقيقة هو بضحك بس هي حقيقة. Il dit que c'est rigolo mais c'est la réalité. ولو حكينا لو بدكم تطفوا الضوء بدنا نعمل فصل بين النساء والرجال في الكراسي. Il dit en fait si ils veulent éteindre la lumière il faudrait vraiment séparer les hommes et les femmes. فهو فعليا كان في دائما عدم ثقة بأهل غزة. Il dit en fait que l'autorité du Hamas n'avait jamais en fait confiance dans les gens de Gaza. وبناء عليه كان كل الفعل الثقافي الدبكة الفلسطينية مشاهدة السينما كله كان تحت رقابة مشددة. Et tout l'œuvre artistique palestinienne de Gaza était sous surveillance du Hamas. ووجود المرأة دائما بصير عندهم la présence de la femme était toujours quelque chose qui leur qui doivent être surveillés. زي أي متدين في أي دين مش بس عند حماس. Et ce n'est pas seulement chez Hamas mais dans toutes les croyances en fait. بالنسبة للأسئلة
سألني إياها هناك إيش بدنا من حركة من حزب. En fait, pour répondre à la question du collègue de la France insoumise, et qu'est-ce qui demandait en fait de ce mouvement? أنا بعتقد إنه حان الوقت إنه غزة تكون بلد ساحلي حقيقي. Et je pense qu'il est temps que Gaza soit vraiment une ville côtière réelle. زيها زي بيروت مثلا. Comme Beyrouth par exemple. تجربة إنه نجرب مش نحاصر غزة، لا نفتح غزة على العالم. Il faut essayer en fait non de encercler Gaza, mais l'ouvrir au monde. في وجهة نظري هو الحل لكل المشاكل اللي بتصير. Et à son avis, c'est la solution pour résoudre tous les problèmes de la population de Gaza. حتى الخوف من أيديولوجيا حماس. Même cette peur vis-à-vis de l'idéologie du Hamas. حيكون حله دمجها بالعالم. Sa solution en fait c'est de la fusionner ou de l'intégrer en fait avec le monde. فببساطة المطلوب لغزة هو الانفتاح. Tout simplement ce qui est demandé pour Gaza c'est qu'ils soient ouverts au monde. ورجوع أوروبا لأنها تثق بغزة. Et que l'Europe ait confiance en Gaza et qu'il soutienne en fait ces projets. بالنسبة للسؤال الثاني حول استقالة ليبرمان. Concernant la démission de Lieberman. يعني هي غزة بتحتفل قاعدة باستقالة ليبرمان. Gaza en réalité en fait fête la démission de Lieberman. هو كان مصر على انه اليوم اللي حكيت لكم عنه اليوم الواحد اللي صارت فيه حرب الاسبوع الماضي. En fait, lui, il a insisté que le jour là, dont je parlais tout à l'heure, le jour où il y a eu cette guerre d'une journée de la part, en fait, le jour où il y a eu des raids d'Israël contre Gaza. كان مصر انه يستمر حرب. En fait, il voulait pas que ça s'arrête là, mais il voulait en fait que ce soit une guerre qui continue dans le temps. ونتنياهو فجأة أخذ قرار إنه يتوقف. Et Netanyahou a soudainement décidé que cette guerre devait s'arrêter en fait en cette journée. فليبرمان زعل. Bon, Lieberman s'est fâché. لأنه هو اعتبر إنه نتنياهو ما أخذش برأيهم. Et il a considéré que Netanyahou n'était pas en fait n'a pas consulté Lieberman et son équipe. واعتبر إنه هو انهزم أمام غزة. Et que Netanyahou a perdu face à la population de Gaza. وهي حقيقة. Et c'est une réalité, c'est la vérité selon elle. الشيء الثاني إذا بدك يعني أحكي لك عن اللي حيصير، أنا بعتقد إنه نتنياهو حيضل يعني مش حيخسر، لأنه رغم تراجعه في هاي الخطوة إلا إنه يعني هو مجرم أكثر من ليبرمان. هو عنده خطة لقدام أكثر. Il pense que Netanyahou va continuer en fait parce qu'il a un plan plus dans le futur en fait et c'est un criminel autant ou plus que Lieberman. بالنسبة للسؤال الأخير للأخ سأل حول حصار غزة. La dernière question concernant le blocus contre Gaza. هو فعليا غزة بحصار شديد، ولكن يعني المسيرات العودة هلا الحين صار في كتير مشهد مألوف في غزة انك تشوف الشباب برجل واحدة على عكاز. Il dit en fait que c'est vrai que Gaza est encerclé. Il y a un phénomène qu'on voit maintenant très souvent, notamment avec le début de la marche, c'est qu'on voit des gens amputés et qui marchaient avec une seule jambe. لأنه في مسيرات العودة الاحتلال بيطلق على السقاد النار. Et que l'armée israélienne visait les jambes des manifestants. والحصار خلى فيش تحويلات طبية لعلاج السقاد من الشباب. Et le blocus fait que même les aides médicales n'y arrivent pas en fait, même pour soigner
ces gens blessés par les balles. سواء بسبب إسرائيل بترفض إنها تحولهم للضفة لعندها. D'abord parce que Israël refuse de faire passer ces médicaments. أو بسبب عقوبات محمود عباس. Ou encore à travers les sanctions du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. فأنت تخيل هذا النوع من الحصار، الاحتلال في البر والجو والبحر. Imaginons cette colonisation en fait de la terre, la mer et même l'air. كيف الناس بدها تتصرف؟ هو فعليا الناس بتتعاقب بس بتهاجر، يعني قاعدة بتطلع من غزة. بتتعاقب، هي في عقاب، يعني هي من كل العالم، فبتلاقي قدامها مخرج، يا اما بتصبر بتقعد يا اما بتهاجر. Face à tout cela, les gens n'ont que de choix, soit de subir en fait cette punition qui leur est infligée, ou quitter totalement Gaza. للاسف يعني انا حزينه، ولكن ما بقدرش الوم كل انسان بيطلع، بس انا حزينه انه غزه بتتغير وبتصير مستقبلها كأنها واقفة فعلا على رجل واحدة زي هذول الشباب. Et malheureusement, et j'en suis triste, je peux pas en fait blâmer les gens qui quittent Gaza, et surtout quand on voit en fait des gens aujourd'hui, on voit cette image, beaucoup de gens marchent sur une seule jambe qui est l'image quotidienne de Gaza. Merci.